plaisir de conduire une voiture électrique, j'ai à mes côtés Nicolas Meunier. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurence. Alors journaliste auto, auteur de plusieurs ouvrages sur les voitures et en particulier le dernier sur la Formule 1. Donc autant vous dire que ce garçon il s'y connaît en plaisir de conduire. La Formule 1, le titre ce sera Formule 1 mythique. Formule 1 mythique. Et ça sort dans les 2 semaines à venir. Voilà, avant la fin du mois d'octobre. C'est ça. Et en tant que journaliste auto, tu fais partie de ceux qui essaient des voitures tout le temps. Oui, et les électriques en particulier, j'aime bien faire de longues distances avec pour voir ce que ça donne et avec parfois des essais de plus de 1000 km. Et nous avons aussi à tes côtés Lionel Robert. Bonjour Lionel. Bonjour Laurence. Journaliste auto aussi, hein, créateur des Awards de l'automobile. Alors vas-y, raconte-nous en quelques mots ce que sont les Awards de l'automobile auxquels vous êtes tous conviés pour voter pour la voiture de l'année. Alors les Automobile Awards, eh bien, ça consiste en les Oscars, on va dire, de l'automobile, puisque en fait c'est une belle cérémonie durant laquelle on remet des trophées aux constructeurs et aux équipementiers les plus innovants de l'année, avec un jury qui vote, un jury à parité homme-femme, voilà, le seul du secteur automobile, donc on suis très fier de celui-là. Et ça se passe chaque année au mois de décembre, depuis 7 ans. Et puis surtout aussi, toi aussi tu essayes plein de voitures et pas que pour les Awards, même si du coup, grâce à tes Awards, des fois tu as dans tes mains des voitures que d'autres n'ont pas encore, même d'autres journalistes qui sont très jaloux de toi, et journalistes aussi pour Paris Match. Oui, ça fait 26 ans que j'écris la rubrique automobile de Paris Match, donc ça commence à faire un peu, je ne sais pas si... Ça se voit pas. Les plus jeunes ne doivent pas s'en souvenir. Et non, et effectivement... Rentrez, messieurs, dames, rentrez, venez vous asseoir, prenez du temps, ça va durer une petite demi-heure max, vous vous asseyez, vous partagez avec nous le plaisir de l'électrique. Je t'ai coupé la parole, pardon, je suis une fille. J'ai cette chance, effectivement, de pouvoir, à l'instar de Nicolas, essayer à peu près tout ce qui sort aujourd'hui. Donc ça va des voitures les plus populaires à des voitures hypercars incroyables. Et puis sachez que voilà, quand on est journaliste auto, on essaie des voitures avant même leur sortie auprès du grand public. Alors, on est là aujourd'hui ensemble pour parler du plaisir de conduire une voiture électrique, ou quand l'électrique réinvente le plaisir de conduire. La première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est Nicolas Meunier, quelle a été la première voiture électrique que vous avez eue dans les mains et que vous avez testée? Alors je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'était en 2008 et ça devait être une microcar MGO électrique qui était... alors je ne sais même pas si elle a été commercialisée parce que c'était un proto à l'époque. Et c'était un quadricycle lourd, donc l'équivalent des Twizy qui vont à 80 km/h, mais à l'époque où le Twizy n'existait pas. Et alors ça avait l'allure d'une voiture sans permis... plus classique, on va dire, que le Twizy, puisqu'il y avait 2 places côte à côte, un vrai coffre, une carrosserie qui essaye de ressembler à une vraie automobile. Et je crois que c'est mon premier souvenir en électrique. En électrique. Lionel, je crois que ça remonte à un petit peu avant 2008. Hein. Alors comme je suis un tout petit peu plus vieux que Nicolas, 2-3 ans de plus, pas plus, moi en fait, oui, c'est beaucoup plus vieux, ça a bien 30 ans maintenant. C'était une Clio 1 en fait, qui était un prototype, et qui avait été électrifié donc par Renault. Donc c'est une voiture qui n'avait pas été commercialisée. Et c'était ma première expérience effectivement en voiture électrique sur le périphérique Paris-Je me souviens, c'était très sympa. Et à l'époque, les sensations? Alors, sensations, un petit peu comme celle d'aujourd'hui, on va dire, à un degré, à différence près que la voiture avait vraiment pas de pêche. Comme j'avais écrit, il y avait du jus, mais il n'y avait pas de pêche parce qu'elle était vraiment assez molle à l'accélération et avec une autonomie qui était évidemment assez limitée. On faisait 80 km, pas plus avec la voiture. Mais il y avait déjà tout le plaisir de pas d'à-coups, pas de le silence, bien sûr, enfin tout ce qu'on va dire. Tout ce qu'on va dire. Tiens, on va en parler parce que c'est vrai que le plaisir de conduire les voitures électriques, il y a plusieurs aspects différents par rapport à une thermique. Quelle est pour vous la première sensation, puisqu'on va parler de sens, puisque vous êtes des pilotes chevronnés d'essais voitures. Vas-y Nicolas, les premières sensations. Première sensation, c'est le silence. Bon, alors surtout que j'avais commencé avec une voiture sans permis où on était habitué à la version diesel avec le bicylindre qui est quand même assez présent dans l'habitacle, on va dire. Et la douceur, le silence, l'absence de vibration, c'est vraiment les premières sensations et les premières choses qui sont flagrants quand on fait les quelques tours de roue en voiture électrique. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens, allez-y, venez vous asseoir. Franchement, prenez le temps de venir vous asseoir, on va être bien comme ça. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont une voiture électrique? Qui a une voiture électrique?
Personne. Donc, on va peut-être... de toute façon, on est sur la transition, hein. Donc on va peut-être leur donner envie d'essayer. Pour toi, les premières sensations, au-delà du silence dont on a parlé? Alors, oui, le silence, c'est quand même très très marquant. Ouais. C'est vrai que c'est quand même un truc incroyable parce que ça surprend tout le monde. Là, ceux qu'on emmène pour la première fois, ceux qu'on croise, les voisins qui ne comprennent pas. Donc c'en est presque dangereux d'ailleurs, hein, la première fois. C'était d'ailleurs au début. Souvent surpris, effectivement. Donc ça c'est quand même super important parce que c'est vrai que ça redéfinit complètement, on va dire, la sensation qu'on a avec la voiture, qui est quand même souvent indicée au bruit qu'on entend. Vous savez, plus on entend de bruit, plus on se dit que ça va vite. Dans l'électrique, c'est pas vraiment ça, quoi. Hein. Donc c'est quand même très très fort. L'absence d'à-coups, oui, c'est vrai que c'est vraiment incroyable aussi. L'absence d'à-coups. Ouais, complètement. Et puis je mettrais en 3 l'accélération. La puissance. Oui, il y a un petit côté on-off. Hein. C'est un peu comme l'aspirateur quand vous appuyez. Il n'y a pas. Quoique maintenant on peut parfois les moduler un peu. Mais en général, l'aspirateur c'est on-off. Hein. Ça marche tout de suite, quoi. Bon, l'électrique c'est quand même un peu ça. Et dès l'instant qu'on commence à mettre des gros moteurs dedans, il y a un petit côté. Alors, j'arrête un petit peu sur cette puissance, parce que vous le dites tous, y compris mon collègue à la radio, hein, Jean-Luc Moreau, quand il essaye sur ses voitures électriques, c'est ça. Il m'a souvent dit qu'il avait été bluffé, surtout ces dernières années, parce que ça a énormément évolué, sur cette puissance où dès qu'on appuie sur la pédale, boum, on décolle. J'ai envie de dire, c'est la marque de fabrique de Tesla. Ils ont été les premiers à nous faire des voitures ultra puissantes. C'était leur marque de fabrique dès le début avec le Roadster qui remonte à 2006. Et il y avait vraiment un coup de pied aux fesses. C'était une voiture de sport. Le Roadster, c'était une Lotus Elise dans laquelle on avait mis un moteur électrique. Donc ça restait tout léger. Rien à voir avec les SUV de 2 tonnes qu'on a aujourd'hui. Je ne sais plus combien ça pesait, mais c'était moins de 1400 kg avec les batteries. Et ça avançait pas mal. Et ils ont gardé cette signature d'une voiture un peu sportive, que ce soit dans le comportement routier ou dans les accélérations. Et on a des choses aujourd'hui comme la Model S Plaid qui est leur haut de gamme, où ça fait plus de 1000 chevaux, c'est un dragster et c'est personnellement je trouve ça complètement addictif. Restons sur la Tesla de 3 petites secondes si tu veux bien, un peu plus. C'est que c'est vraiment une voiture qui a ouvert la porte grandement en France. On a eu envie de la Tesla. Ils sont arrivés, ils ont proposé quelque chose de différent. Et en plaisir de conduite, il n'y a pas eu que le silence ou la puissance. Oui, en France, c'est même dans le monde, j'ai envie de dire, parce que il y a 2 choses. Déjà, à l'époque où les premières Tesla sont arrivées... On ne fait pas de la pub pour Tesla, hein, mais c'est comme on parle du plaisir de la voiture électrique. Oui. Voilà. C'était... la voiture électrique avait l'image de la voiturette de golf. Et ils ont vraiment complètement chamboulé ça, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés par le haut du marché. Et ensuite, il y a quelque chose qui est quand même assez amusant, on va dire, c'est que les marques américaines avaient complètement perdu pied dans le rêve automobile. Dans les années 50, on parlait du rêve américain. On pensait à Cadillac, tout le monde rêvait d'une Cadillac, d'une Ford Thunderbird ou je sais pas quoi. Il y en a une Cadillac là sur le stand. Ouais. et là, ils ont vraiment réussi à remettre le rêve américain automobile sur le devant de la scène. Et c'est devenu aujourd'hui un objet de statut, la Tesla. Si vous entendez les discussions entre cadres, ils disent « il a la Tesla », c'est le terme qui revient. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui fait rêver pas mal de monde. Lionel, une marque, toi, qui te procure beaucoup de plaisir, parmi toutes celles que tu as essayées, celle qui t'a peut-être procuré le plus de plaisir de conduite, parce que la conduite, c'est aussi ça, c'est des sensations, c'est de l'émotion. C'est pas juste prendre la voiture pour bouger, quoi. Enfin, en tout cas, pour les passionnés comme nous, mais... Alors, tu parles de voitures électriques ou de voitures tout court ? Oui, alors en général. Ah, en général. En général, mais donc ça revient sur l'électrique aussi. Non, mais en général, je vais rester simple. Je vais dire, moi, mes plus grosses sensations, c'est Bugatti, évidemment, parce que j'ai eu la chance de pouvoir rouler en Chiron, j'espère bientôt en tourbillon. Et justement, le comparatif est intéressant avec Tesla, dont tu parlais, avec la fameuse Plaid de Tesla, parce que une accélération de Tesla, c'est quasiment plus violent que ce que peut accélérer une Bugatti, qui, je dirais, est le truc le plus incroyable qui existe sur Terre aujourd'hui sur le plan thermique, on va dire. Mais c'est tellement violent, effectivement, l'accélération en électrique, notamment avec cette voiture. Tellement puissant. Tellement puissant que, voilà, alors après, on aime, on n'aime pas. Oui, hein. oui. Mais en tout cas, ça veut dire aussi quelque part que, bon, on n'est pas obligé de mettre autant de chevaux dans une voiture, bien sûr. Et ça veut dire qu'une électrique, en tout cas, il ne faut pas que les gens s'inquiètent avec l'idée de se dire ça va être mou ou quoi que ce soit. Non, non, au contraire. Ils auront plus intérêt à gérer la pédale de droite. Ça va plus être ça le sport, en fait, pour pas trop en mettre, notamment au démarrage, que de s'inquiéter de savoir s'ils vont réussir à doubler ou pas. Est-ce que c'est pour toutes les... Oui, vas-y Nicolas, vas-y, pardon.
Il y a deux choses à rajouter, c'est qu'il y a eu d'énormes progrès sur les voitures électriques en quelques années. Les premières Tesla Model S puissantes, qui s'appelaient les P85D de mémoire, elles annonçaient 700 chevaux et la batterie était capable de développer 500 chevaux, ce qui est déjà plus que respectable. On avait quand même, si on commençait à rouler fort pendant quelques minutes, on avait des chutes de puissance. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ah oui. Et il y a eu d'énormes progrès qui fait qu'aujourd'hui on a vraiment une... Je ne sais pas si on peut appeler ça une consistance, mais une endurance des performances qui n'a plus rien à envier au thermique, en tout cas dans le cas des meilleurs. Et une autre chose à dire aussi, c'est de comparer le prix d'une Tesla Model S Plaid à celui d'une Chiron. C'est quand même 10 à 15 fois moins élevé. Cela dit, l'accélération de 0 à 100, oui, elle est équivalente, mais il faut rappeler qu'une Chiron, ça monte à 400 km/h. Si on a une poussée qui est extraordinaire au-delà de 200 km/h sur une Chiron, alors que ça commence à s'essouffler sur une Model S Plaid. C'est pas les mêmes domaines d'utilisation. Oui. Non, mais ça va pas être les mêmes utilisations de la voiture du tout. Hein. Pour revenir sur ce plaisir de conduire, on est vraiment aujourd'hui en plus avec des autonomies et des puissances, puisqu'on est sur la puissance. Enfin, tu le vois, vous le voyez, Lionel Roberts, on se connaît pas du tout à l'extérieur. Vous pouvez vous installer, mesdames. Regardez, on a des places assises, rentrez, prenez le temps, on est bien ensemble. L'augmentation de la puissance des batteries et des motorisations a fait un gap depuis 5 ans incroyable, Lionel. Oui, alors je dirais que c'est d'année en année, presque de mois en mois que les voitures électriques évoluent. Hein. On a un peu le même phénomène, on va dire, que dans l'informatique. Hein, entre votre Mac d'il y a 2 ans et celui d'aujourd'hui, voilà, on ne parle plus de la même chose. Dans l'électrique, c'est exactement la même chose. Donc effectivement, les batteries offrent de plus en plus d'autonomie, les moteurs sont de plus en plus puissants et effectivement, comme le disait Nicolas, résistent de mieux en mieux, je dirais, à l'échauffement. Donc il n'y a plus ces problèmes qu'on a pu connaître il y a quelques années. Donc aujourd'hui, ça ne présente à peu près que des avantages, l'électrique, hein, notamment en termes de fiabilité, globalement. C'est quand même hyper important parce que ça veut dire aussi qu'en coût d'entretien, je ne sais pas si vous souhaitiez qu'on en parle maintenant, mais le coût d'utilisation d'une électrique, ça n'a quand même rien à voir avec une thermique. Hein. Je dirais que voilà, les pièces d'usure, il y en a beaucoup moins, évidemment. Toute la partie freinage, notamment, est beaucoup moins sollicitée avec le freinage régénératif. Bref, ce sont des voitures qui sont normalement censées être beaucoup moins coûteuses à l'usage, en dehors peut-être de l'aspect pneumatique dont on pourra parler après. De toute façon, le pneu, ça restera... Eux, ils vont s'éclater. Hein. Nos amis... Non, je sais pas, je voulais peut-être faire une digression peut-être sur aussi les électriques qui singent les thermiques. Parce que ça, c'est quand même aussi un phénomène qui existe maintenant, qui est bien prégnant, hein, pour dire que voilà, il y a quelques constructeurs qui s'amusent à faire des voitures électriques qui, en clair, offrent les sensations de conduite d'une thermique. Voilà. Et notamment, alors sans citer de marque, mais bon, Hyundai nous a sorti quelque chose d'incroyable, effectivement, l'année dernière avec la Ioniq 5N, voilà, qui alors, elle, pousse vraiment le bouchon très très loin, puisque la voiture a inventé un rupteur virtuel qui n'existe pas. Donc quand vous accélérez un peu fort, vous arrivez à un moment à un sentiment de rupteur, comme sur une thermique. Explique ce que c'est ce sentiment si on ne l'a jamais vécu. En fait, on arrive en bout d'accélération et la voiture refuse d'aller plus loin si vous ne passez pas le rapport supérieur, mais qu'elle est censée passer automatiquement. Donc là, elle vous oblige, si vous voulez, à avoir une action sur la transmission que vous ne devriez pas avoir normalement. Tout ça est fake, mais tellement bien fait, avec le son qui va avec, qu'on a l'impression de conduire une 4 cylindres turbo, quoi. Parce que tout a changé pour les voitures électriques. Ce ne sont pas les mêmes châssis, on n'a donc plus les mêmes puissances aujourd'hui, on a un dynamisme également qu'on n'avait peut-être pas sur certaines, enfin qu'on n'a pas sur certaines thermiques. Je sais, quand on a fait la préparation de ce rendez-vous, tu m'as même parlé de sensations avec des GTI, des sensations équivalentes, comme si tu conduisais une petite GTI. Oui, complètement. Mais là, en l'occurrence, celle que je viens d'évoquer, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir de conduite complètement équivalent, on va dire sincèrement, en sensation, avec celui d'une thermique très sympa, un peu légère en plus. Non, c'est quand même un phénomène assez incroyable, parce que ça témoigne du fait finalement qu'aujourd'hui tout est permis, tout est possible. Hein. Le virtuel, je dirais, offre des possibilités, et l'intelligence artificielle notamment, qui permettent de reproduire à peu près ce qu'on veut en sensation. Nicolas Meunier, pareil, vous m'avez parlé de la Porsche Taycan par exemple, la Porsche Taycan, vous êtes une des voitures que vous adorez. Oui, en électrique. Complètement, c'est une voiture qui est extrêmement bien mise au point en termes de châssis, qui offre la sensation de conduire une vraie Porsche, ce qui n'est pas courant.
ce qui n'était pas attendu, surtout sur une électrique qui, en plus, s'éloigne un peu du caractère de la 911 en termes de volume, de dimension, etc. Et la puissance, évidemment, est au rendez-vous. La vitesse de charge aussi. On parlait des progrès tout à l'heure d'autonomie et de vitesse de charge. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec ce que disait Lionel concernant les progrès depuis 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, la Porsche Taycan, elle a fait une référence en termes de vitesse de charge en permettant de charger de 10 à 80% en 20 minutes. Il y a 5 ans, sa concurrente directe, la Model S de chez Tesla, c'était la première en conditions réelles sur autoroute à 130 à pouvoir dépasser 400 km d'une traite. Et depuis ces 5 ans, il n'y a personne qui a dépassé ces deux valeurs-là. Mais ce qu'on remarque sur les derniers essais que j'ai faits, c'est que le gros du marché a tendance à rattraper ces deux références. Ce qui veut dire que ces performances, dans l'absolu, elles évoluent peu, mais elles se démocratisent. Et c'est ça qui est intéressant. Et si je peux me permettre une digression avec Maserati, ils ont lancé leur gamme la plus récente en électrique et en thermique. Et j'ai eu la chance d'essayer 2 versions de la Gran Turismo et j'ai préféré l'électrique. Waouh. Ouais. Alors. Vous avez préféré l'électrique sur la Gran Turismo. Ouais. Pourquoi? C'était quoi les différences par rapport à la Gran Turismo classique? Donc la Gran Turismo classique, elle abandonne le V8 au profit d'un V6. Oui, il n'y avait pas Starsky et Hutch aussi. Hein. Ouais, qui pour moi quand on le conduit pas à fond, enfin si on le conduit à fond c'est excellent. Mais si on ne le conduit pas à fond, la sonorité n'est pas aussi agréable. Et en plus, on a une suspension qui est un peu souple, qui a tendance à rebondir si on n'est pas en mode sport. Donc quand on la conduit à fond, la version thermique elle est géniale. L'électrique, dans ce cas, est un petit peu moins bien, parce qu'on a plus de masse, on a plus d'inertie dans les enchaînements de virages. Mais pour moi, il y a marqué Gran Turismo. Ça veut dire Gran Turismo, ce n'est pas une voiture de sport absolue. Et si on la conduit un tout petit peu en dessous de ses limites... Ça, là, pour moi, la Gran Turismo, elle a tout autant de pêche, voire peut-être même un peu plus en électrique. Et surtout, elle a plus de confort. Le châssis est mieux mis au point. Et je trouve que finalement, le package est plus cohérent. Donc, si on veut conduire vraiment sportivement sur circuit, la thermique va être mieux. Mais dans l'esprit de cette voiture, pour moi, l'électrique est plus pertinent. Dans sa vie de tous les jours. Et surtout, les consommations sont très basses. J'ai été épaté par les consommations que j'ai récupérées là-dessus. La vitesse de charge est rapide, donc du coup, j'ai préféré l'électrique. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est... En tout cas, c'est votre personnel, et puis c'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Lionel, par rapport à ce que expliquait Nicolas Meunier, qui est journaliste auto et auteur de plusieurs livres, dont le prochain qui va sortir à la fin du mois de novembre, Formule 1 mythique, est-ce que dans le plaisir de conduire, on va parler de l'aspect économique dans quelques instants, mais le plaisir de conduire une voiture électrique, il y a moins de sensations de bourdonnement, il y a moins de... Est-ce que la voiture est beaucoup plus fluide au-delà de son silence? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on est même moins fatigué après une longue route avec une voiture électrique? Alors on va essayer de démocratiser un peu le débat, peut-être parce que c'est vrai qu'on parle de Bugatti, on parle de, de Porsche, on parle de Maserati, alors on va peut-être parler un peu de Renault Clio, peut-être. Par exemple, mais pas que. Éventuellement ou de Citroën C3. Mais BM a sorti des bonnes voitures électriques. Hein. Oui, bien sûr. Non, en fait, MG a des voitures électriques top. Ce qu'il faut dire, c'est que le débat sur le plaisir de l'électrique par rapport au bruit, aux à-coups, à l'odeur aussi, ça concerne quand même qu'une petite frange de la population. Hein. Il faut bien être conscient qu'au quotidien, pour l'essentiel de nos concitoyens, rouler en électrique, ce n'est que du plaisir. Voilà. C'est que du plaisir. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est silencieux, ça déstresse. On est beaucoup plus zen dans une voiture électrique qu'on ne peut l'être dans une thermique, même dans les embouteillages, et en particulier dans les embouteillages. Ça vous calme de ne pas avoir de bruit, de ne pas avoir d'à-coups. Vous le ressentez régulièrement? Mais oui, clairement. Surtout ici à Paris, quoi. Clairement. Ah ouais. Très très calme en électrique. Ça se voit? Non, et sincèrement, et ça c'est quand même très important parce que, bon, je dirais que le stress au volant c'est quand même un élément, quand même un facteur particulièrement préoccupant souvent. Donc là, celui-là, avec l'électrique, on s'en affranchit. Bon, très bien. Je dirais que, voilà, donc au quotidien, une fois qu'on aura résolu, on va dire, ce problème de coût qui aujourd'hui est effectivement trop élevé et qu'on aura un peu avancé sur les problèmes de charge,
On a déjà bien avancé sur les problèmes de charge. On a pas mal avancé. Ça avance vraiment bien. Bien sûr. Ouais. Mais bon, voilà, on en veut toujours plus et c'est normal. Sincèrement, je pense qu'il y aura un vrai boom de l'électrique et qu'aujourd'hui, on est dans une phase un petit peu stagnante, effectivement, pour les raisons qu'on évoque là, mais il n'y a pas de raison que le phénomène électrique ne reparte pas de plus belle dès l'instant qu'on aura un peu plus avancé sur ces deux thématiques. Alors vous deux qui êtes quand même à la pointe des tendances, puisque vous essayez tous les véhicules avant même qu'ils sortent, en tant que journaliste auto, entre autres, comment vous voyez les tendances futures d'ailleurs? Qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir de la voiture électrique? Alors, toujours en termes de plaisir, de changement. Ouais. Tout à l'heure, j'évoquais la démocratisation. Ouais. Je pense qu'on va avoir des voitures qui seront un peu plus abordables, avec des performances meilleures. Mais ensuite, d'avoir une voiture abordable qui rend les mêmes services qu'une thermique, par exemple une Dacia Sandero qui est la voiture plus vendue aux particuliers, ça je ne sais pas quand ça arrivera, ça finira forcément par arriver un jour, mais peut-être qu'il faudra une rupture technologique pour atteindre ce point chaud entre guillemets qui est vraiment nécessaire pour convertir le grand public. Et aujourd'hui, j'imagine qu'on va avoir une sorte d'harmonisation des performances à tous les niveaux de gamme. On aura des voitures compactes qui auront sans doute les mêmes autonomies, les mêmes vitesses de charge que des SUV haut de gamme. Et c'est ça qui va permettre de faire croître le spectre des gens, entre guillemets, éligibles à la voiture électrique et qui peuvent être convaincus. Lionel, comment tu vois l'avenir? Oui, l'avenir, il y en aura plusieurs évidemment, hein, comme toujours avec ce genre de produit. Hein, il y aura du très haut de gamme, du très luxe, du très puissant, qui fera 1000 km, il n'y aura pas de problème. Mais pour monsieur tout le monde, moi je crois sincèrement, et les constructeurs en sont conscients, qu'il faut aller vers des voitures plus légères, plus petites, plus légères, avec des batteries qui n'auront pas lieu d'être énormes parce qu'elles auront moins d'énergie à dépenser, entre guillemets, voilà, pour des autonomies qui seront suffisantes pour un usage courant et surtout qui coûteront beaucoup moins cher. Voilà. Et ça, c'est quand même le nerf de la guerre parce qu'il n'y a pas de raison, effectivement. Sur le fond, quelque part, une électrique, c'est presque moins de technologie, c'est presque moins compliqué qu'une thermique. Donc le problème aujourd'hui est qu'on n'en vend pas assez. C'est pour ça qu'elles sont si chères. Si demain, ça se démocratise enfin, il n'y a pas de raison que les prix ne baissent pas et que tout le monde ne puisse pas se retrouver en électrique, au moins au quotidien. Et puis on a bien vu que sur les voitures électriques, enfin celles qui sont sorties, que ce soit les Tesla ou autres, il y a Xpeng qui est aussi sur le Hall 6, ils incluent à l'intérieur des voitures. Alors pour certains, ça peut peut-être paraître des gadgets, mais comment je pourrais appeler ça? Des options qui attirent le plaisir. Voilà. Alors ça peut être des klaxons différents, ça peut être l'intérieur Xpeng par exemple. Vous partez en week-end avec la Xpeng, vous appuyez sur un bouton, les sièges se couchent, le matelas apparaît et vous pouvez passer votre week-end en pleine forêt. Les klaxons, il y a des bruits de tigres, il y a le fameux boîte à prout. J'aime bien le générateur de prout de Tesla, voilà. Et j'aime bien le karaoké de la nouvelle Audi Q6. Tu l'as testé le karaoké? Ouais. Comment ça se passe? T'es à l'arrêt quand même ou c'est ce Non, t'es en passager, t'as un écran face à toi et il y a dans les bouchons sur le périph' de Lyon, on était en train de chanter Destinée avec mon collègue et puis voilà quoi. Tu peux nous refaire un petit truc là? Destinée. On était tous les deux destinés. Ah joli. Si tu nous écoutes là-haut. Du coup, pour vous, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui est important pour ceux qui n'ont encore jamais testé l'électrique, au-delà du fait qu'il y a encore des gens, je veux dire, ça se respecte, qui n'ont pas envie d'y passer, pour plein de raisons, qui les regardent, etc. Mais on conduit presque plus avec plaisir une voiture électrique qu'une voiture thermique. Alors, tout dépend le plaisir visé. Si c'est le plaisir au quotidien, comme disait Lionel, qui concerne 90% des gens, c'est évident. Pour le plaisir mécanique, il y a des voitures électriques qui sont très bien. Ensuite, c'est un plaisir qui est différent d'une voiture thermique. Moi, je suis content de temps en temps de reprendre le volant de ma Mini de 91 qui fait du bruit et qui vibre dans tous les sens, mais je suis aussi content de conduire une MG4 qui est une vraie petite propulsion rigolote
et les deux sont complémentaires pour moi. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui la voiture électrique offre pas le même plaisir qu'une thermique, c'est un plaisir différent et qui est complémentaire et qui peut aussi séduire les amateurs de conduite. Mais pour nos jeunes, par exemple, qui ont aujourd'hui, quand ils passent le permis, ils ont pendant 2 ans, ils doivent faire super attention, sinon ils perdent leurs 6 points, etc. Est-ce que ce plaisir de l'électrique peut leur redonner, sans partir dans des vitesses qui ne sont pas légales, ce plaisir que nous, on a découvert, même si tu l'as découvert avant moi, sur les Golf GTI ou même les petites 205 de l'époque? Non, mais il n'y a pas de raison. De toute façon, la nouvelle génération, je dirais, n'ayant pas connu l'ancienne, voilà, elle vit avec l'iPhone, elle vit avec le e-sport, et elle aura, je dirais, un degré de plaisir équivalent, peut-être même supérieur, en conduisant les voitures de main. En fait, c'est des questions que se posent les vieux, finalement, parce que bon, les jeunes n'ont pas... C'est gentil pour Nicolas. Oui, effectivement. Non, moi, je ferai juste pour convaincre les gens de conduire de l'électrique, moi, je ferai un parallèle avec la boîte automatique. La boîte automatique, l'essayer, c'était l'adopter. L'électrique, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que, là encore, hein, je vous dis, hein, dès l'instant qu'on a, entre guillemets, les moyens de se l'offrir, vous essayez une voiture électrique, je ne vois pas comment vous ne pourriez pas préférer ça au quotidien à une thermique. Alors avant de se quitter, parce qu'il y a les awards de l'automobile qui sont en cours, c'est que le jury va se commencer, enfin ça y est, ils ont reçu les dossiers. Est-ce que tu peux nous offrir un petit scoop ou deux des voitures électriques qui vont être présentées sur les awards aujourd'hui et qui peuvent vraiment remporter tous les suffrages de ton jury et ou du grand public, puisque le grand public peut voter sur le site des awards de l'automobile? Alors je veux pas influencer effectivement mais ton avis personnel. Le vote du public, mais en fait, alors, déjà la catégorie full électrique, donc la catégorie qui va élire la voiture électrique de l'année, il y a au moins une vingtaine de concurrentes. Hein, donc c'est pour dire que... Il y a des nouveautés vraiment? Ah ben oui. Mais des nouvelles marques qu'on ne connaît pas encore? Des nouvelles marques chinoises, oui bien sûr, tu parlais de Xpeng. Xpeng fait partie effectivement des marques qui concourent cette année. BYD évidemment, dont on parle beaucoup aussi. MG, bref, toutes les marques chinoises sont présentes évidemment, puisqu'elles arrivent en général en France avec des voitures électriques, ou quasiment que ça. Voilà. Mais il y a aussi les Français qui réagissent. Il y en a quand même une qu'on ne peut pas ne pas citer, c'est la R5, voilà, bien sûr. Hein. Tu l'as essayé? Pas encore. Alors, mon ami et collègue Jean-Luc Moros sur Sud Radio tous les samedis matins 10h midi, lui il l'a déjà essayé. Je crois qu'il a adoré d'ailleurs, mais non, mais bon, je pense qu'on ne peut qu'aimer. Bon, voilà, il y a un look qui va avec, il y a tout pour plaire. Et puis il y a effectivement tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui sur le plaisir de se retrouver au volant d'une voiture électrique. Donc non, c'est la tendance lourde du moment. Et maintenant, je dirais que la différence justement va se faire avec autre chose. C'est-à-dire va se faire avec bien sûr le design, comme toujours. Celui de la R5, on l'aime ou on l'aime pas, mais enfin, en tout cas, il est quand même particulièrement intéressant, on va dire. Voilà. Et puis, il va se faire avec tout l'environnement intérieur dont tu parlais, effectivement, tout ce qu'on va pouvoir ajouter. Par exemple, moi, tiens, j'ai essayé très récemment quelque chose qui va arriver bientôt dans les voitures. C'est une espèce de Mario Kart, en fait, intégré dans la voiture. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à l'arrière, les enfants notamment, voilà, auront leur petite manette dans les mains et ils auront devant eux un écran qui leur reproduira la route que voit leur papa devant. Sauf que eux, ils seront en train de conduire une petite voiture sur la route que leur père est en train d'emprunter. Voilà. Et donc, ce sera à eux de passer entre les voitures et d'avaler, comme Mario le fait, des petites pièces et compagnie. Et d'ailleurs, puisque tu parles de la jeune génération, celle qui va conduire dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce que vous voyez tous les deux des envies de tendances différentes? On parlait du silence au début de notre rendez-vous sur le plaisir de conduire. Est-ce qu'ils seront nostalgiques du bruit des moteurs thermiques à l'ancienne, comme moi j'adore, ou est-ce qu'ils auront vraiment envie de silence? Moi je dirais, alors, juste un mot par rapport à la nostalgie. Je trouve que alors, pour le coup, il est hyper important qu'on puisse continuer, donc je demande au gouvernement d'être sympa là-dessus, qu'on puisse continuer à sortir effectivement nos vieilles voitures d'avant, parce que comme le dit Nicolas, il y a toujours un plaisir intense, immense à reconduire des voitures thermiques, bien sûr. Voilà. Après, est-ce qu'on sera amené demain à redemander du bruit dans les voitures? Non. Très sincèrement, ça, je ne pense pas. Ouais. Il y aura peut-être d'autres demandes qui qui arriveront, je ne sais pas. Moi, je pense plus à des questions de service, voilà, qui viendront éventuellement, pourquoi pas, qui seront la demande de demain. Mais en termes de conduite pure, sincèrement, je ne sais pas. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait demander davantage. Nicolas, pour conclure? Moi, je pense que les jeunes d'aujourd'hui vont faire leur premier pas en Citroën Ami ou en Fiat Topolino, en Nexa Mi-City, en l'IGJS 50 électrique. Ouais. Et en fait, ils vont être habitués à ça, même avant nous. Et parce qu'aujourd'hui, on peut conduire une voiture sans permis à 14 ans, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et elles sont électriques?
en majorité. Elles sont électriques, il y a encore du diesel pour une clientèle traditionnelle, mais aujourd'hui les jeunes réclament de l'électrique. Et je pense que c'est ça qui va être le premier pas. Ensuite, en termes de besoins, je pense que plus qu'une histoire de génération, c'est une histoire d'âge. C'est-à-dire que la génération d'aujourd'hui, quand elle aura 35 ans, je pense qu'elle aura les mêmes besoins d'habitabilité, de modularité, tout, parce qu'elle aura des enfants comme nous, que les gens de 35 ans aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est quelque chose, quand on dit les jeunes n'aiment pas l'automobile, bon déjà on a eu des études qui montrent que c'est pas vrai. Et on voit le monde qu'il y a sur le mondial depuis hier matin, hein. Donc les gens et les jeunes aiment l'automobile. C'est ça. Et je pense qu'à un moment, on y passe tous, quelle que soit notre génération, parce que la vie évolue et la situation familiale aussi. En tout cas, merci à tous les deux. Lionel Robert, journaliste Paris Match, mais aussi créateur des Awards de l'automobile. On peut voter sur le site des Awards de l'automobile pour automobileawards.com pour élire la voiture de l'année. Ça, c'est ouvert au grand public. Et quant à toi, Nicolas Meunier, eh bien, on attend maintenant avec impatience le prochain livre, Formule 1 mythique, qui sort le 24 octobre, je crois. Merci, je crois que c'est ça, voilà. Mais j'ai plus la date précise en tête. Merci à tous les deux.